Eh ben dis donc les amis, qu'est-ce que c'est que cette équipe? On va en parler un petit peu de cette équipe parce qu'elle commence vraiment à me taper sur le système les amis. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Le Point Marseillais, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une quotidienne. Donc tous les matins, on se retrouve pour un rendez-vous matinal. Alors aujourd'hui, le sujet principal, vous l'avez vu sur la vidéo, on parlera un petit peu de Benfica. Il y a un bel article qui a été écrit du côté de la Provence, on va le décortiquer ensemble. Alors, on va aussi voir un petit peu ce qu'il en est de notre effectif, notre équipe. Voilà, nos fameux joueurs, voilà, ils sont pas contents. Ils sont pas contents de Marcelino. Tous les coachs qui sont passés, ils sont pas contents. Voilà, ils râlent à chaque fois et on va voir pour quelles raisons ils râlent. Les amis, on y va après quoi? On y va après l'introduction. Mais d'abord, petit like, petit commentaire. Voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit abonnement, la petite cloche et même un petit partage tout en petit, mais si tu veux le faire en grand, n'hésite pas. Allez, on y va sur quoi? L'introduction. Allez, on commence par, comme d'habitude, l'éphéméride. Donc l'éphéméride de ce 8 avril. D'abord, bon anniversaire à toi, si tu es né le 8 avril, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 8 avril. Donc comme Renan Lodi, donc le Brésilien, le latéral gauche brésilien parti cet hiver. Voilà, parti trop tôt ou trop tard, je ne sais pas. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui regrettent Renan Lodi, qui n'a pas prouvé, qui n'a pas pu prouver, qui n'a pas eu le temps? Voilà, donc il est du côté de l'Arabie Saoudite maintenant. Il a un salaire 3 fois supérieur, donc ça lui convient bien. Et qui a désormais 26 ans, donc Renan Lodi. Ensuite, il y a Aaron Carmardin. Aaron Camardin, défenseur central, voire milieu de terrain, il peut dépanner aussi, il me semble. Formé à l'OM, si je ne me trompe pas. Et là, je ne sais pas où il est exactement. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez dans quel club il joue actuellement. Il n'est plus à l'OM, puisqu'il est parti en 2023. Bon anniversaire à lui, il a 22 ans. Ensuite, Joseph Maya Yegba, qui a désormais 80 ans. Donc, bon anniversaire à toi, Joseph. Et bon anniversaire à Piotr Swiarzerski, un Polonais, ancien joueur de l'OM. Et il me semble bien qu'il est passé par Bastia, si je me souviens bien les souvenirs. Donc, dans les années 2000, il a joué à l'OM. Bon anniversaire aux 4 personnes. Maintenant, partons sur l'actualité, les amis. Alors, je vais mettre les lunettes parce que j'ai un petit peu mal aux yeux ce matin. Enfin, je suis un petit peu fatigué. Et on va les mettre tout de suite. Comme ça, on pourra lire un petit peu tout à l'heure l'article que je vous ai parlé. Alors, concernant autre chose à lire, c'est un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille qui concerne justement le match contre Benfica, le match aller et le match retour. Donc, communiqué officiel de l'Olympique de Marseille et du SL Benfica. Les deux clubs se sont mis d'accord pour mettre en place un communiqué qui parle de quoi? Des supporters, pour les déplacements des supporters, parce qu'il y a des interdictions pour les déplacements des supporters en Coupe d'Europe, et ils se sont mis d'accord pour garantir la sécurité des supporters et demandent à l'UEFA d'organiser finalement et de pouvoir faire des déplacements des supporters marseillais à Benfica, donc à Lisbonne plutôt, et des supporters lisboètes du côté de Marseille. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que les deux clubs se mettent d'accord pour que la ferveur continue. Voilà, que ce ne soit pas que les supporters marseillais qui restent dans leur vélodrome et qui peuvent aller voir, pourquoi pas, au Portugal, leur propre équipe et les soutenir là-bas. Et vice-versa, pareil pour les Portugais. Alors, je vous lis ça vite fait, c'est assez rapide. L'Olympique de Marseille et le SL Benfica lancent un appel aux autorités des deux pays afin que les quarts de finale de l'UEFA Europa League soient joués en présence des supporters des deux clubs, à la fois lors du match aller, le jeudi qui arrive là, le 11 avril, à l'Estadio do Sport Lisboa et Benfica, le Stadio de la Luz, et lors du match retour, le 18 avril, au Vélodrome, les amis. Je continue. En relation avec l'UEFA et les autorités, les deux clubs travaillent en étroite collaboration pour remplir tous les critères et garantir les standards d'organisation les plus élevés en matière de sécurité. Voilà, ils veulent tout garantir en matière de sécurité. Le football est un formidable vecteur d'émotion et d'intégration qui perd de son sens sans la présence des supporters qui sont la raison d'être de ce sport. L'OM et le Benfica sont deux clubs historiques du football européen qui ont un immense respect l'un pour l'autre et lancent donc cet appel commun afin que toutes les parties prenantes puissent relever ensemble ce défi. Voilà, ils veulent que les supporters aillent supporter leur équipe à l'étranger. Voilà, ils mettent tout en place pour que tout se passe bien. Et j'espère que ça se passera bien si l'UEFA autorise les déplacements. Voilà,
Une bonne chose qui est mise en place. Allez, on continue maintenant avec les jeunes. On part un petit peu sur la jeunesse, les amis. Donc, du côté des U19, belle victoire de nos U19 nationaux hier, hein, du côté de l'OM Campus. Ils ont gagné 2-1 contre le SC Bastia. Voilà, donc les nationaux qui sont devant les South Miners à l'OM Campus. Nos minots ont battu donc Bastia sur le score de 2-1 grâce à des buts de Kélian Abdallah et de Ronnie Mim Baeng. Nos U19 conservent leur première place au classement que je vais vous montrer maintenant. Regardez, hop, vous avez le classement juste là avec 43 points. Après 23 journées, ils sont premiers avec 14 de différence de but devant Rodez, Montpellier, les autres clubs derrière, Bel Air, pardon. Saint-Etienne, Monaco, Nice, Marignane, Toulouse, Gazélec, Ajaccio, Coloumiers, Bastia et Béziers dans cette poule de National 2, j'allais dire, des U19, pardon. Voilà, je continue et je reviens sur cela avec un beau message dans les tribunes de la part des South Winners. Honorez notre blason, rebâtissons l'institution. Tout en rime et c'est magnifique. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des jeunes. Voilà, donc force à eux. Et j'espère pourquoi pas que cette année, ce soit la bonne pour la deuxième Gambardella que l'OM pourrait gagner. N'oublions pas que les jeunes sont en demi-finale. Ils tombent contre, j'ai oublié si c'est Reims, je crois, oui, contre le Stade Rémois. Donc, ça serait bien que cette année, ils arrivent à gagner cette Gambardella et qu'il y a quelques joueurs qui émergent de cette génération dorée, voilà, qui seraient dorés. Et ça pourrait nous apporter quelque chose de bien dans l'effectif pro à l'avenir. Pourquoi pas l'année prochaine ou l'année d'après? Parce que les jeunes des Gambardella, ils ont entre 16 et 18 ans, je crois, un truc comme ça, ou 19 ans. Donc c'est assez jeune, comme Sternal, Bacola et Bezaf et tant d'autres que j'ai oubliés, Selami et même le gardien d'Osso. Voilà. Ces joueurs-là, c'est peut-être les plus qu'on connaît. Il y en a encore plein, hein, Gaël Lafont, et il y en a encore plein d'autres. Mais il nous faudrait qu'il y en ait quelques-uns qui ressortent déjà l'année prochaine, en espérant voir un. Mais pourquoi pas même deux, pourquoi pas même trois, et pourquoi pas les années prochaines. Voilà, comme le projet qui a été mis en place du centre de formation. N'hésitez pas, tiens, ceux qui sont intéressés d'ailleurs, parce que j'ai fait une vidéo où j'ai bien détaillé ce sujet-là du centre de formation. Ça date de 2-3 jours, je ne sais plus exactement quand c'est que je l'ai fait, peut-être un peu plus tard, anciennement. Je vous mets la vidéo dans un petit qui apparaît concernant le centre de formation. Vous regarderez dans la vidéo qui dure 3 quarts d'heure, mais vous aurez au moins 10 minutes, un quart d'heure sur le centre de formation. C'est intéressant. Allez, on continue les amis, on passe sur les pros maintenant, on va un peu moins rigoler. Je rigolais jusqu'à présent, mais maintenant on va moins rigoler. Donc le match encore, Lille-OM qui fait parler de lui-même après le match. Après le match, dans les vestiaires, après la défaite face à Lille, Jean-Louis Gasset a froidement constaté se trouver face à un groupe de lapins de 6 semaines. Je crois qu'il a oublié le mot de lapins de 6 semaines. Qui se laisse griser par les premiers résultats, donc les résultats positifs. Ils se laissent griser, donc ils se laissent aller en fait. Ça veut dire ils se laissent... voilà, ils sont satisfaits de leurs résultats, de leur première victoire face à des équipes qui étaient un peu plus faibles. Et une fois que ça continue, et une fois que ça devient difficile, ben, ils perdent les matchs finalement, puisqu'on a 4 défaites consécutives. Avant de se lasser de tout et de tout le monde, surtout du staff en place. En plus de ça, ils se laissent, voilà, comme je vous dis, ils se laissent aller tranquille. Et finalement, ils font peut-être plus les efforts, si on comprend bien. Vraiment, ils n'écoutent plus vraiment le staff et tout ici et là. Et on va voir que ça continue dans des reproches maintenant que le groupe des joueurs commence à avoir envers le coach. Après avoir regretté une préparation trop légère sous Marcelino, je vous en ai parlé tout à l'heure déjà Marcelino, déploré l'entêtement tactique de Gennaro Gattuso qui voulait forcément mettre un autre système tactique que les joueurs voulaient. Donc on voulait jouer à 3 derrière avec 5 milieux, jouer des ailiers, des pistons ici et là. Gattuso voulait des 4-3-3, et ben ça a posé problème avec les joueurs. Et maintenant, certains joueurs commencent à en priver, à se plaindre d'un manque d'intensité à l'entraînement avec Jean-Louis Gasset. Alors, moi il y a un truc qui m'a énervé quand j'ai entendu le manque d'intensité à l'entraînement de Jean-Louis Gasset. Qu'est-ce qu'ils ont dit après la défaite face à Rennes? Tous les joueurs qui sont passés à l'interview d'après-match, vous vous en souvenez de ce qu'ils ont dit? Ah, on est fatigué. Ouais, on a 2 semaines là pour se régénérer. Et maintenant, ils réclament de l'intensité. Ils veulent quoi alors? Ils veulent se foutre de la gueule de qui là? Alors, c'est l'équipe qui ressort cette information. Est-ce que c'est une vraie information ou juste pour poser problème au club? Je ne sais pas en tout cas.
Pour l'instant, le club n'a pas démenti. Moi, je le prends comme c'est, comme une information. Donc, pour ma part, j'ai plus confiance maintenant en l'équipe que nos propres joueurs, tellement qu'ils m'ont énervé cette saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vraiment confiance à cette information qui sort de l'équipe? Voilà, comme quoi les joueurs maintenant commencent à se plaindre du manque d'intensité à l'entraînement avec Jean-Louis Gasset. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc moi, c'est un truc qui m'en fout, ça. C'est un truc qui m'en fout. Cette année, ils n'ont pas prouvé sur le terrain et ils commencent vraiment à m'énerver, à râler pour la moindre des choses. Et je me demande même si c'est pas le club qui organise tout ça. Voilà, le club qui organise tout ça pour un petit peu faire un contre-feu des résultats qui sont mauvais. Voilà, donc on parle de ça pour oublier que le niveau de l'équipe est vraiment dégueulasse. Voilà. Je ne sais pas comment le penser, mais c'est pour un petit peu se protéger côté de direction. Je sais pas, moi je le vois comme ça maintenant, parce que j'ai dans le viseur la direction, qui a tellement mal géré les choses depuis, comme je vous l'ai dit hier dans la vidéo d'hier, et j'ai l'impression qu'ils mettent ça en avant pour vraiment qu'on tape un petit peu sur les joueurs maintenant que c'est les joueurs qui vont prendre. Et ou le coach, voilà, je sais pas, un petit peu un gloubi-goulba. Goubla. Allez les amis, on continue. J'ai pas envie de rester sur ça parce que ça m'énerve moi. Et n'hésitez pas à vous énerver dans les commentaires. Ça me ferait plaisir de voir d'autres personnes s'énerver un petit peu. Allez, on regarde un petit peu le classement parce que la journée est terminée. Donc la 28e journée. Et regardons où est l'OM. Je cherche premier, non, on peut pas. Deuxième, ah bah non, c'est Brest. Troisième, Monaco. Lille, quatrième. Nice, cinquième. Lens, Reims. Oh, Marseille, huitième. Ça va, on a perdu qu'une place. Voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave, les amis. Mais si, c'est grave. Si, c'est très, très grave. Ne serait-ce que quand on voit le chiffre 10 à côté du 28, ça fait pratiquement un tiers. On a gagné un tiers des matchs. Un tiers des matchs en Ligue 1 cette saison. On devrait être à la moitié pratiquement. Au moins la moitié, moi, je pense. Voilà, comme Brest, on devrait être. À la limite, voilà, c'est ce que je pense. En termes de nombre de victoires. Mais non, on en gagne 1 sur 3. Et on en perd 9 quand même. C'est quand même 1 sur 3 aussi qu'on perd. Voilà, match nul aussi. Bon, bah, bref, les matchs nuls, ça peut arriver. Mais voyez un petit peu, là, les stats là, les chiffres, ne serait-ce que le nombre de points. 39 points, 28 rencontres. C'est pratiquement, c'est un point et demi, entre un point et demi par match. Voilà, c'est pas énorme. Et quand on voit, je vous ai dit hier, Lyon qui est à 1 point avec sa victoire à Nantes, voilà, je le sentais gros comme une maison, et ben on se dit que finalement Lyon va peut-être réussir sa saison en gagnant la Coupe de France, peut-être, on ne sait jamais, et même être devant le championnat de Marseille. Alors, attention, hein, parce qu'on va du côté de Toulouse pour la prochaine rencontre. Et Toulouse, vous voyez, je l'ai mis jusqu'à la 11e place, c'est pour ça que j'ai fait exprès. Toulouse en gagnant contre l'OM, puisqu'on gagne contre personne dans le top 10 à l'extérieur. On a perdu contre toutes les équipes. Hein. On a perdu, je vous répète encore ça. Hein. On a perdu contre Brest, contre Paris, j'ai oublié Paris. Hein. Contre Paris, on a perdu à Paris. On a perdu à Brest, on a perdu à Monaco, on a perdu à Lille, on a perdu à Nice, on a perdu à Lens, on a perdu à Rennes, on a perdu à Lyon. Reims, on n'a pas encore joué. Donc les 8 déjà sur 9 là, que je vous ai énumérés, sur les 8, sur les 9 dans les 10 premiers, eh ben on a perdu. Il reste Reims ou Toulouse pour les 11 premiers. Est-ce qu'on va faire le jackpot? Est-ce qu'on va faire le jackpot? Voilà pour le classement. Bon, on va passer sur ça. Hein. On va pas rester 150 ans. Parce qu'on va passer maintenant sur le match de jeudi qui aura lieu du côté du Brésil, j'allais dire, du Portugal. Et on va y partir tout de suite, les amis, sur ce sujet-là. Avant de lire l'article, on regarde les deux absences que je vous ai parlé tout à l'heure, qui concernent deux joueurs, donc du côté de Toulouse surtout, qui seront absents à Toulouse, pas à Benfica. Donc, Amin Harit et Samuel Gigot, qui ont tous deux été avertis du côté de Lille, seront suspendus. C'est marqué en jaune. Voilà, donc Amin Harit qui reçoit son 3e carton dans une série de 10 rencontres. Et Samuel Gigot, c'était par rapport à son sursis qu'il avait après le carton rouge reçu. Donc voilà, donc pas de Gigot, pas d'Amin Harit du côté de Toulouse. Alors espérons que, logiquement, ce que je vais vous montrer derrière, regardez, hop, je vous le montre tout de suite. Chancalem Mbemba devrait être là de retour déjà, peut-être jeudi. Voilà, peut-être jeudi. Chancalem Mbemba devrait reprendre l'entraînement aujourd'hui, donc, et pourrait revenir pour Benfica OM ce jeudi selon l'équipe. Logiquement, il sera là jeudi et encore mieux peut-être pour le match contre ah ben non, Toulouse c'est après Benfica. Je suis désolé, je me trompe encore. Toulouse, il y a largement le temps, il y aura des retours. Il devrait y avoir des retours.
il y a d'abord le match contre Benfica ce jeudi. Jeudi prochain, il y a une semaine de repos. Jeudi prochain, il y aura le match contre Benfica, le retour. Et après, la journée d'après, ça sera dimanche contre Toulouse, le dimanche 21, si je ne me trompe pas. Voilà les amis, et après on enchaînera avec OM Nice en championnat le 24, si je me trompe pas. Et après Lens, et après après là, je crois, un truc comme ça, ou Strasbourg peut-être, ou Reims. Ouais, je sais plus. En tout cas, avant de partir sur Benfica, pour ceux qui sont intéressés, voilà, qui connaissent, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, Amine Mathieu, vous connaissez le streamer sur Twitch. Voilà, c'est un grand streamer qui a des millions de followers. Et il organise une Coupe du Monde, donc de footballeurs, plus ou moins connus. Là, il a attiré quand même un gros lot, comme on le dit. Et c'est Samir Nasri qui fera partie de l'équipe des Bleus. Voilà, Samir Nasri qui fera partie de l'équipe des Bleus pour participer à la Kings World Cup. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe de France. Et ça pourrait donner un petit niveau quand même à cette équipe qui fera peut-être plaisir à voir. Maintenant, partons sur le sujet principal de la vidéo. Et on y va tout de suite. Alors, la question, comme je vous l'ai mis dans le titre de la vidéo, que vaut vraiment Benfica? Alors, on y va tout de suite. Avant d'y aller tout de suite, les amis, on regarde d'abord le petit classement de Benfica au Portugal. Ils sont deuxième au classement. Ils sortent champions du Portugal l'année dernière. Donc l'année dernière, ils ont fait une grosse saison. Ils ont fait champion du Portugal. Ils font quart de finale de Ligue des Champions. Ils se font éliminer au péno. Non, ils se font éliminer en prolongation, je crois, par l'Inter, il me semble, au match retour. Un truc comme ça, ou alors ils font match nul, je ne sais plus exactement. Mais ils sortent, voilà, par les honneurs en quart de finale. C'était un bon parcours en Champions League. Cette année, c'est un peu plus difficile. Ils ne sont pas premiers au championnat. Cela dit, 67 points, ils ne sont pas très loin quand même de la première place. Ils viennent de perdre contre le Sporting en championnat, comme vous voyez le D en rouge. Ils n'ont perdu cette année que très peu de matchs. Enfin, 7, 8, un truc comme ça, mais que contre des grosses équipes. Je vais vous montrer un petit peu toutes les défaites qu'ils ont fait. Ils n'ont pas perdu contre Pim Pam Poum. Et si on revient à l'année dernière, donc champion et quart de finale de Champions League. Cette année, en Champions League, ils sont fait éliminer au premier tour et ils sont reversés en Europa League. Alors, on regarde, bah oui, puisqu'ils tombent contre nous. On regarde maintenant leurs résultats. Le côté résultat, comme vous voyez, donc ils ont perdu le dernier match contre Sporting le 6, donc c'était avant-hier, 2-1. Ils avaient fait un match nul contre le Sporting et ils perdent au péno en Coupe du Portugal. Regardez derrière, des victoires, des victoires, des victoires. Un match nul contre les Rangers. Ensuite, il y a une grosse défaite. Là, par contre, c'est la grosse défaite de la saison 5-0 contre Porto. Ils ont eu un expulsé, ou peut-être deux. Je n'ai pas regardé vraiment s'il y a un ou deux cartons rouges. Voilà, donc cette défaite-là, qui fait un petit peu tache noire dans leur parcours. Là, l'autre défaite contre Sporting. Donc les grosses défaites. Voilà, les grosses équipes, pardon. Après, c'est que des victoires ou des nuls. Regardez, regardez. Là, ils perdent, d'accord, contre Estoril. Mais c'est un match nul, hein. C'est pas une défaite dans la rencontre, c'est un match nul et ils perdent au péno. Donc vous voyez, c'est pas encore une défaite. Et si on regarde bien, c'est quand même victoire, 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 victoire. On compte pas ce match, hein. Victoire, 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 victoire. Regardez, regardez, c'est pas rien, même si c'est le Portugal, c'est pas rien, il y a des matchs de Coupe d'Europe au milieu, faut pas l'oublier. Ils font un match nul 3-3 contre l'Inter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Victoire, victoire, victoire. Défaite contre la Real Sociedad. Voilà, donc ils font quand même des bons résultats. Et attention à cette équipe qui a quand même une belle expérience. Et on va voir ça tout de suite dans le petit article que je vais vous lire. Alors je vais l'ouvrir un peu plus gros. Il faudra me dire dans le chat si vous voyez bien. Normalement j'ai agrandi l'écriture pour que vous voyez bien, que vous puissiez lire de votre côté. Si vous n'avez pas envie de m'écouter et de baisser le son et de lire, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous le dis maintenant. Voilà, je vais aller très lentement pour vous si vous voulez. Et comme ça vous pourrez lire en même temps. Alors que vaut vraiment Benfica cette saison, surtout il faut préciser. Article de Jean-Claude Lebois qui écrit souvent des bons articles du côté de la France. Voilà, c'est un des meilleurs que je trouve. Malgré ses 36 ans, le champion du monde argentin fera encore planer un danger permanent sur la défense de l'OM, comme lors de ses plus belles années, ou heures plutôt, au PSG. Il parle de Di Maria, qui est un excellent joueur. Cette année, il a marqué plus de 10 buts dans la saison, plus de 15 passes décisives, je crois, un truc comme ça, ou vice-versa. Mais en tout cas, il stat encore, malgré ses 36 ans. C'est un excellent joueur qui peut, à tout moment, décrocher une frappe en dehors de la surface, dribbler 2-3 joueurs. Il a encore un petit coup de rein. On l'a vu l'année dernière contre Nantes. Il a éliminé Nantes à lui tout seul avec la Juve. Je crois que c'était l'année dernière, il me semble. Et, ou l'année d'avant. Peut-être que j'ai déjà passé 2 ans là, comme ça. Et cette année, il marque quand même pas mal de buts. D'ailleurs, le dernier match, le 2-1 qu'ils perdent contre Sporting, c'est lui qui marque un coup franc. Donc, pour vous dire qu'il a de la qualité encore, Di Maria, c'est un joueur qu'il faudra surveiller. Il y a d'autres joueurs qu'on va lire ensemble dedans et ça va parler justement dedans.
Allez, Ligue Europa, prochain adversaire de l'OM en quart de finale. Allez, jeudi à Lisbonne, les Portugais qui ont craqué dans la course au titre contre Sporting samedi soir ne se présentent pas dans les meilleures dispositions. C'est pas leur meilleure saison, je vous l'ai dit, mais c'est un grand club d'Europe. C'est un grand club d'Europe, les amis. Il faut toujours se méfier d'une bête blessée. Pan sur le bec. Prochain adversaire de l'OM en quart de finale de Ligue Europa, Benfica a pris un coup de massue samedi soir. Les Aigles ont perdu le derby éternel contre les Lions de Sporting 2-1 dans le temps additionnel d'un match décisif pour le titre du champion de Portugal. Surpris d'entrée de jeu et puni en toute fin de rencontre par Jenny Gatamo à la 92e minute, Angel Di Maria et ses coéquipiers dauphins du rival doivent donc digérer un échec majuscule avant de recevoir les Marseillais jeudi soir à l'Estadio de la Luz. S'ils avaient battu le Sporting, Benfica aurait eu une dernière chance de continuer à rêver de gagner le championnat. Après avoir perdu la Coupe de la Ligue et avoir été éliminé en demi-finale de la Coupe du Portugal quelques jours plus tôt, il reste donc la Ligue Europa, mais les supporters du Benfica ont beau en rêver, je ne pense pas que ce soit réaliste, estime Nuno Martins, journaliste à Record, conscient de l'identité des cadors à affronter dans le dernier carré. C'est un peu comme l'OM, je vais vous dire. L'OM aussi. On se prête à rêver, nous, supporters, mais franchement, est-ce qu'on est objectif quand on rêve d'une victoire en Europa League? N'oublions pas, je vous l'ai dit, je parlais que de Liverpool et Leverkusen, mais j'oubliais l'AC Milan, j'oubliais même l'Atalanta s'il passe contre Liverpool. Les autres clubs derrière, West Ham, je crois, et j'en oubliais peut-être un, Benfica, et le dernier, je l'oublie, je sais plus. Dites-moi-le dans les commentaires. Benfica a bien commencé la saison en remportant la Supercoupe, mais le niveau affiché n'a jamais été le même que l'année dernière lorsque Roger Schmidt, qui est toujours le coach de Benfica, avait surpris le Portugal avec son football offensif et pressant. Les départs de Grimaldo et Gonçalo Ramos n'ont pas été bien compensés et l'entraîneur n'a pas réussi à trouver une équipe de base, poursuit notre confrère lusitanien. Cela dit, ils n'arrivent pas à trouver une équipe de base, mais quand même, regardez, ils sont deuxième au championnat portugais. Alors vous allez me dire, oui, le championnat portugais c'est plus faible que la Ligue 1. Mais ils sont là, ils ont gagné un titre en début de saison, déjà. Moi, je vais vous dire, je veux des titres à l'OM. J'aimerais bien rater des saisons comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien rater des saisons comme ça. La magie de Di Maria, la vitesse de Rafa, la course de Joao Neves et la force de Florentino sont les atouts du Benfica. Voilà, ils nous ont énuméré un petit peu les forces de l'équipe en résumant très rapidement. Donc la magie de Di Maria, elle est toujours là, je vous en ai parlé. Voilà, elle est toujours là, attention à lui. La vitesse de Rafa, voilà, Rafa Silva, c'est un international portugais, il a de l'expérience, il est fort dans l'accélération, il est fort dans les dribbles. C'est un joueur qui a aussi des grosses stats, les amis. J'ai regardé ses stats, je crois que c'est 15 buts, 10 passes décisives ou l'inverse aussi. C'est pareil, c'est à peu près ça, se ressemble un petit peu avec Di Maria. La course de Joao Neves, alors c'est un milieu récupérateur. Comme Florentino, il joue à deux récupérateurs, je crois que c'est un 4-2-3-1. Voilà, donc c'est deux joueurs qui sont forts devant la défense. Même derrière la défense, il y a l'expérimenté Otamendi. Voilà, peut-être que ça n'en parle pas dans l'article parce que je ne l'ai pas lu en entier. Otamendi, le champion du monde argentin, expérience. Voilà, donc qui est un très fort joueur. Il saura se placer comme il faut dans le terrain. Et à côté de lui, je crois que c'est le défenseur qui monte aussi avec le Portugal, André Silva, non comme ça, je crois, il me semble. Voilà, attention à beaucoup de joueurs dans cette équipe, parce que dans le jeu aérien, ils vont être forts aussi dans les coups de pied arrêtés, ce qui est une des faiblesses de l'OM cette année. Voilà, donc il y a beaucoup de forces qui peuvent nous faire mal du côté des Benfica. Attention les amis, parce que beaucoup, j'ai vu dans mes commentaires, je vais vous répondre gentiment, qui me disent « Ouais, mais Toulouse a failli sortir Benfica. » Failli? Les amis, on est toujours comme ça dans les clubs français, à se dire « Ouais, on a failli sortir ci, on a failli sortir ça. » Mais ça me rappelle les années 90 moi, et les années 2000 quand j'étais plus jeune. À chaque fois quand je regardais les autres clubs français qui se faisaient éliminer, Auxerre contre Dortmund, Auxerre contre la Juve, je crois ils se sont fait sortir une fois, Paris contre la Juve, ça m'a fait plaisir, avec Baggio, ouais, la lucarne. Plein d'autres clubs, voilà, je ne vais pas parler de l'OM, mais plein d'autres clubs français en général. Voilà, ça c'est la mentalité française, vous savez. Ouais, on les a dominés, on a touché le poteau, on ne méritait pas, il y a l'arbitrage ici et là. Mais à chaque fois, on se fait éliminer. Comment on l'explique ça? C'est juste l'ADN européen. Voilà, on a la mentalité française de perdant. C'est comme dans tous les sports, vous regardez, dans tous les sports. Regardez, je vais vous parler d'un sport qui n'a rien à voir avec le foot, le MMA par exemple. Regardez, on a fait tout un pataquès de Cyril Gane. Hop, 30 secondes, il se fait étrangler. On a fait tout un pataquès de BSD. Hop, il se fait démonter. Tout un pataquès de plein de sportifs français. À chaque fois, ça perd. C'est rare que, voilà, on est...
Je vais pas dire qu'on est des sportifs losers, mais voilà, donc dans beaucoup de domaines, ça arrive qu'on est des sportifs losers. Voilà, c'est malheureux à le dire, mais c'est comme ça. Il y a que l'équipe nationale qui fonctionne du côté du football. Les clubs, c'est plus difficile dans le football européen. On le voit qu'on n'arrive pas à gagner de Coupe d'Europe. Voilà, donc l'OM qui a cet ADN européen, mais pour la gagner, c'est difficile quand même. C'est difficile, hein. Voilà, on ne prend pas en compte que les clubs espagnols, les clubs italiens, les clubs anglais, les clubs allemands en gagnent énormément de leur côté. Et à chaque fois quand on les rencontre, on se dit, ouais, on peut les taper. Ouais, mais c'est des équipes qui ont du vécu, les amis. Oh, c'est des équipes qui ont des trophées tous les ans, tous les 2 saisons, ils sont en finale d'Europe ou quoi, des trucs comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et Benfica fait partie des grands d'Europe, hein. Alors, c'est pas le plus grand Benfica qu'on va affronter, mais je pense qu'on est quand même, on n'est pas favori. Voilà, tout simplement. Je le dis comme ça, on n'est pas favori. C'est pas parce que Toulouse a un petit peu bougé au match retour. Voilà, mais Toulouse, ils sont où? Ils sont à la maison, ils jouent la Ligue 1, ils jouent le maintien là. Alors que Benfica, ils sont encore en Europa. Voilà, il y a que ça à dire. Allez, je continue, désolé. J'ai fait un petit peu, je me suis un petit peu étalé. Je reviens, j'en étais où? Poursuit notre confrère Lusitanien. Donc il n'a pas réussi, le coach. Il a perdu 2 joueurs importants. L'attaquant qui est parti chez les Puputes, Gonzalo Ramos, et Grimaldo, l'Espagnol qui est parti du côté de Leverkusen. Le latéral gauche vachement offensif, qui est très bon du côté de l'Allemagne. Voilà, il a perdu 2 excellents joueurs, voilà, parce qu'on va le dire comme ça. Et il n'a pas réussi à les remplacer, et la base a un petit peu affaibli. Donc c'est ce qu'il dit Nuno Martins. La magie de Di Maria, la vitesse de Rafa, je vous l'ai dit, la course de Joao Neves et la force de Florentino qui est passé par la Ligue 1, n'oublions pas, du côté de Monaco, sont les atouts de Benfica. Je vous ai rajouté Otamendi, je vous ai rajouté je sais plus qui, le lot défenseur, et je ne sais plus ce que je vous ai rajouté, mais en tout cas, on peut en rajouter. Et même le gardien, attention, le gardien, alors merde, je me rappelle plus le nom, Troubine, je crois, si je me trompe pas, c'est un excellent gardien en devenir. Attention aussi que si on arrivait aux séances de tir au but, par exemple, eh ben, on sait très bien ce qui va arriver. Paul Lopez, je vous ai montré ses stats, c'est très très faible. Il saute toujours en avance et du mauvais côté. Je vous l'ai dit hier, hein, il est comme ça. Le ballon, il le voit, il voit le tireur, il fait, il n'arrive pas, il va de l'autre côté. Mais il n'arrive pas. Allez, Angel Di Maria peut décider du sort d'un match. Ça, c'est vrai. Il a cet éclat, c'est un joueur de classe mondiale, internationale. Il arrive sur la fin, mais il a toujours eu ce petit truc contre nous. Il nous a fait tellement mal. C'est un excellent joueur, hein. Franchement, Angel Di Maria, c'est un excellent joueur. Il a beau être passé par le club de la capitale, il n'y a rien à dire sur son talent. Les protégés de Jean-Louis Gasset devront tout de même se méfier des partenaires de Rafa Silva. La magie de Di Maria, la vitesse de Rafa, je le dis encore, la course de Joao Neves, je le lis ça là, hein, c'est parce que c'est répété, et la force de Florentino qui récupère beaucoup de ballons au milieu de terrain sont les véritables forces du Benfica, résume Nuno Martins. Di Maria est un leader pour ce qu'il représente, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais aussi pour ses buts, ses passes décisives et ses occasions. C'est un joueur qui peut décider du sort d'un match. Il peut passer une grande partie du match à ne rien faire, puis résoudre les problèmes en 10-15 minutes. Mais il y a d'autres joueurs importants, comme Nicolas Otamendi, il en a parlé, champion du monde et capitaine. Rafa, qui réalise probablement sa meilleure saison à Benfica. Et les jeunes, Antonio, c'est Antonio Silva. Voilà, je confondais avec un autre joueur. Silva, je m'en rappelais, mais c'est le défenseur. Et Joao Neves. Joao Neves, le milieu de terrain, qui probablement devrait partir dans un gros club. Je crois qu'il y a 6 tickets dessus. Donc pour vous dire la qualité qu'ils ont aussi. Voilà, nous on n'a pas... Qui c'est qui va partir à City? Qui c'est qui va partir? À part Balerdi qui peut être attiré à un gros club, mais qui c'est qui pourrait partir à City? Dites-moi dans le commentaire qui va à City du côté de l'OM. Parce que je vois encore ceux qui avaient critiqué l'équipe de Benfica. On va voir, hein, ça peut piquer les amis, je vous le dis. Après, je souhaite qu'on les tape, hein, les Portugais. Alors, moi, je souhaite du fond de mon cœur, je souhaite qu'on les tape, qu'on leur fasse mal. Habitués des joutes européennes, reversés de Ligue des Champions après la phase de poule, les Aigles ont aussi des points faibles. Le Toulouse FC a pu le vérifier mi-février. Je n'avais pas vu là, ils en parlent comme vous. Opposés aux Portugais durant le barrage de C3, les Violets étaient à 2 doigts de sortir le club présidé par Manuel Rui Costa. Rui Costa, qui c'est qui s'en souvient de lui? Le milieu de terrain, numéro 10. Un des excellents numéro 10 des années 2000. Je ne sais pas s'il était fin 90, mais en tout cas, c'est un excellent milieu de terrain. Passé par la Fiorentina, passé par l'AC Milan et je ne sais plus quel club. C'est une équipe qui a de bons joueurs, mais qui souffre d'un manque de connexion entre eux, avec une attaque sans numéro 9 définie et une défense sur le flanc gauche qui n'a pas trouvé de remplaçant Grimaldo. En fait, les deux qui sont partis, donc l'attaquant qui est parti, Gonzalo Ramos,
Et Grimaldo, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Voilà, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Ils n'ont pas de neuf attitré vraiment qui performe. Et le latéral gauche ne performe pas autant qu'un Grimaldo. Après, bon, faut remplacer parfois un joueur qui perce beaucoup, qui est énorme, comme, je sais pas moi, du côté de l'OM, qu'on n'a pas remplacé. Saliba, ça a été dur de le remplacer, mais on a quand même trouvé un Mbemba, on s'en est bien sorti. Mais s'il y aurait eu deux Saliba, ça aurait été compliqué de remplacer les deux, puisqu'il n'y aurait eu qu'un Mbemba. Bon, je m'en mêle un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Détail Martins. Privé d'au moins 7 éléments, l'OM, Sarr, Klose, Onana, Meïté, Rongier, Garcia et Nadir, l'OM qui a un bon espoir de récupérer Chance à la Mbemba, voire Amur Murillo, pour ce duel, devra percer le 4-2-3-1. Voilà, je l'avais dit. J'avais vu cette compo-là, 4-2-3-1 d'Élise Boët, pour se placer dans les meilleures conditions pour le match retour le 18 avril au Stade Vélodrome. D'ailleurs, on fera un détail, on détaillera un petit peu plus la rencontre au fur et à mesure des journées. Voilà, bientôt il y aura les compos qui vont tomber probables du côté des presses. Moi, je ferai la mienne. Je vous donnerai mon avis sur ce qui va se dire, les retours de blessures, les blessures de l'autre côté peut-être. On va détailler ça tous ensemble. Vu la dynamique actuelle de Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers, qui restent sur 4 défaites de rang, dont un échec cuisant vendredi à Lille 3-1, cela n'est pas si évident. Car à Lisbonne, malgré la conjoncture, rien ne sera offert au club olympien. Et voici la composition probable de Benfica sur la fin de l'article, j'ai l'impression. Après, c'est le programme, on va le regarder ensemble. La composition probable de Benfica contre l'OM. Trubin, voilà, c'est le gardien ukrainien, si je ne me trompe pas de nationalité. Jonathan Ba, je crois, de son prénom. Jonathan, peut-être un Allemand. Il me semble qu'il est allemand. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il est allemand. Jonathan Ba, donc sur le côté droit de la défense. Antonio Silva pour la défense centrale, c'est le jeune. Otamendi, c'est le vieux, l'expérimenté. Orsnes, je ne sais pas de quelle nationalité côté gauche de la défense. Je ne sais pas de quelle nationalité il est. C'est le latéral gauche qui a remplacé donc Grimaldo, mais c'est pas le même profil. Je crois qu'à la base, c'est même un milieu. Je l'avais déjà vu jouer milieu de terrain, Orsnes, l'année dernière, il me semble. Florentino, donc milieu de terrain devant la défense dans le 4-2-3-1 avec João Neves. Et pour les joueurs créatifs, offensifs derrière l'attaquant, c'est Di Maria, bien sûr, vous le connaissez avec son pied droit. Alors, pied gauche, pardon. Je ne sais pas s'il joue à gauche ou à droite parce qu'il y a Neres de l'autre côté. David Neres, l'ancien de l'Ajax, gaucher aussi. Donc je ne sais pas qui c'est qui est à droite ou à gauche. Peut-être qu'il permute. Voilà, Di Maria à droite un coup, après Neres qui passe à droite et Di Maria à gauche, peut-être dans l'axe. Et Rafa Silva, lui droitier, milieu de terrain qui peut être polyvalent aussi. Je pense que ça a beaucoup permuté entre les trois. Ça peut être une difficulté pour notre milieu de terrain et notre défense, milieu défensif et défense. Il faudra bien les gérer parce que Kondobia et tout ce qui est devant la défense, s'ils sont trop lents, Rafa Silva, ça va à 2000 à l'heure. Neres, ça va à 2000 à l'heure. Di Maria, il a encore des jambes. Il peut aller encore pas à 2000, mais à 1990 à l'heure. et ça peut nous poser problème, ça. Ça peut nous poser problème. Comme je vous ai dit, les coups de pied arrêtés. Jeu aérien, Otamendi, très bon de la tête. Antonio Silva aussi, attention. Et Tengsten, je connais pas. Tengsten, je vous l'assure, je ne connais pas. Vu le nom, je pense que c'est un nordiste. Je pense qu'il doit être grande taille. Bah tiens, on va regarder sa fiche vite fait sur Transfermarkt, les amis. Alors, je vais faire un petit copier-coller sur son nom. Alors non, je ne peux pas. Donc, Tengsten. C'est difficile à énoncer. Tengsten. Voilà, hop, footballeur danois. La taille, on va aller voir sur sa fiche. 1m84. Oh, c'est plus grand que moi. Mais je pensais, je voyais 1m90. J'ai vu danois, j'ai dit tout de suite tilt, hop, nordiste et tout machin. 1m90, 2m20. Alors, vous voyez que c'est un attaquant. Et vous voyez qu'il n'a pas des chiffres ouf. 14 matchs, 3 buts. On va regarder sa fiche au total. C'est 26 matchs, 3 buts, 4 passes D. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Voilà, donc les amis, voilà un petit peu le détail de cet article qu'on a terminé ensemble. Et regardons le programme pour les prochaines rencontres de l'Olympique de Marseille. Donc bien sûr, le déplacement de Benfica jeudi. Ensuite, la réception de Benfica, donc jeudi d'après, jeudi 18. Ensuite, le match que je vous ai dit avec l'absence d'Amin Harit et Samuel Juego, donc du côté de Toulouse, la 30e journée, le 21 avril. 30e ? On n'est pas à la 29e? Ils ne sont pas trompés, là? Ça me semble bizarre, non? Je crois que c'est 29e, non? Ah, là, oui, je suis con. Non, c'est la 30e, parce qu'on... Et n'oublions pas, on va avoir un match en retard, là. Il se pourrait qu'on se retrouve 10e, ou pas 11e, mais 10e. Il se pourrait même qu'on se retrouve 11e. Si Toulouse gagne son match le 29e journée et qu'il gagne contre nous, il nous passe devant. Vous voyez comme c'est dingue? On pourrait se retrouver 11e à la 30e journée, mais on aurait un match en retard.
Après, on pourrait repasser devant Toulouse. Wouhou, passe devant Toulouse, les amis. C'est dingue. Mercredi 24, donc le match de la 29e journée. Voilà, il est là, le 29e journée contre Nice à domicile. Et on enchaîne encore avec domicile contre Lens. Donc 2 matchs difficiles. Et même, je vais vous dire, 3 matchs difficiles avec Toulouse en Ligue 1. Et même, je vais vous dire, 5 matchs difficiles. Voilà, donc là, on est à 4 défaites consécutives. On se déplace à Benfica. Sachant qu'on perd tous nos matchs pratiquement contre les grosses équipes à l'extérieur, ça peut être encore une 5e défaite consécutive. Et il y a encore une 5e défaite consécutive en plus avec 2 buts d'écart. Ça peut se passer comme ça. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne le souhaite pas, moi. Je ne le souhaite pas. Je souhaite qu'on gagne, qu'on passe. Et si on passe, on sera en demi. Il faut qu'on aille au bout. Parce que l'épopée marseillaise, je vous ai dit, moi, je ne veux pas de l'épopée marseillaise. Je veux une victoire marseillaise. Vous comprenez? Je répète encore, mais il faut le répéter. Il faut le répéter pour que tous ceux qui me regardent, qui voient la vidéo, qui voient que celle-ci et pas celle d'hier, ils comprennent. Voilà les amis, donc je pense qu'on a terminé aujourd'hui. Voilà, c'était pas de gros sujet, mais quand même 35 minutes, ça fait long quand même. J'espère que vous avez apprécié. C'était différent d'hier. Voilà, j'ai lu un article pour vous et le décortiquer avec vous. J'espère que vous avez apprécié encore une fois. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, ça fait toujours plaisir, ça fait chaud au cœur. On est de plus en plus nombreux, on approche les 14 500. Pourquoi pas 15 000 à la fin de la saison, hein, il reste encore 1 mois et demi. Ouais, pourquoi pas? On peut le faire 15 000. Allez, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire. Et après, on passera un bel euro ensemble pour l'été. Parce que l'été, il n'y aura pas de match d'Olympique de Marseille. Je vous ferai quand même des vidéos, hein, les amis. Hein. Je vous ferai quand même des vidéos sur le mercato olympien. Pour les matchs de l'Euro, je ferai juste l'équipe de France. Voilà, sur la chaîne, c'est tout. En live, hein, je parle. Hein. Je ne fais pas de vidéo sur ça. Et pour les autres matchs, si vous voulez passer des bons moments avec moi, ça sera sur Twitch. D'ailleurs, ce soir, je suis en live, hein, n'oublions pas. Si vous voulez parler un petit peu de l'OM ce soir, en direct, venez à partir de 20h30, 20h35, 20h45 grand max. Voilà, je commencerai dans ces eaux-là. Pendant 1 heure et demie, on parle de l'OM. Voilà, donc on est une petite dizaine, petite quinzaine, vingtaine, trentaine, je ne sais pas combien on sera. Mais si vous êtes plus nombreux, ça sera sympa. Et comme ça, on parle de notre club de cœur, les amis. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Je vous souhaite de passer une excellente journée de lundi. Et surtout, les amis, allez l'OM!